Voilà. Joëlle de René, vous intéressez vous aussi à l'origine de la vie, à cette évolution. Puisqu'on parle d'une belle histoire, est-ce que cette belle histoire, c'est la naissance de l'homme et est-ce qu'elle continue depuis? Ou est-ce que les choses vont en s'aggravant? Alors moi aussi, je suis un observateur de la vie, de l'homme. J'essaye de décrypter les futurs possibles dans mon métier de prospective. Je me qualifierais peut-être de technologue humaniste, c'est-à-dire que je crois profondément aux valeurs de l'humanisme, mais je pense que les technologies, nous devons en être conscients, les comprendre pour mieux les contrôler, pour éviter qu'elles nous contrôlent. Alors effectivement, oui, j'ai participé avec Hubert Reeves et Yves Coppens à cette œuvre que certains d'entre vous connaissent bien, peut-être, qui s'appelle La plus belle histoire du monde, donc qui est ce livre sur l'origine de l'univers, l'origine de la vie, l'origine de l'homme. Et ce qui m'intéresse dans l'évolution de la vie et son origine, c'est l'émergence de la complexité. C'est-à-dire, c'est un problème fondamental, la complexité de la première cellule, issue de brassages, comme le disait Anne-Marie tout à l'heure, moléculaires dans des océans primitifs, et puis ensuite ces cellules qui vont s'unir dans des tissus, dans des organismes, et ces organismes qui, par les réseaux de communication qui vont échanger entre eux, animaux puis humains, créent des sociétés, des groupes, des populations. Et ces populations ont de nouveaux enjeux que l'individu isolé n'a pas. Donc ce qui m'intéresse, avec beaucoup d'autres, on travaille énormément là-dessus en ce moment, c'est l'émergence de la complexité. Et on arrive à mieux comprendre aujourd'hui des phénomènes unificateurs, c'est-à-dire que cette émergence de la complexité, dans la chimie, en physique, en chimie, en biologie, dans la dynamique des populations, et même, je vais peut-être vous étonner, mais dans la dynamique des réseaux, ce qu'on appelle la dynamique des réseaux, la constitution par exemple du réseau Internet, on retrouve des lois assez communes d'émergence de la complexité par le chaos, l'auto-organisation, l'accélération et l'intégration. Donc ça nous fascine, je ne dis pas moi tout seul, mais tout un groupe de réflexion autour de ça. Et l'humanité est au cœur de cette émergence de la complexité parce qu'elle peut la réduire à zéro par la guerre et réduire à néant toute cette montée d'organisation et au contraire contribuer par la création artistique, scientifique, à augmenter cette part d'humanité en chacun d'entre nous par une organisation solidaire. Vous parliez d'humanisme. Est-ce qu'on va vers une humanité humaniste ou de plus en plus individualiste, malgré effectivement tous ces réseaux qui sont censés nous réunir? Quand on jette un regard sur l'humanité aujourd'hui, on peut être pessimiste, effectivement, puisqu'on peut se demander si les valeurs humaines de l'écoute de l'autre, du respect des droits de l'homme, continuent à faire en sorte que nous puissions construire une société en commun de manière solidaire. On voit les guerres, le non-respect des droits de l'homme, les attaques par-ci, par-ça, et même morales, et même l'utilisation des nouvelles technologies comme Internet, à la fois le meilleur et le pire. Il y a la pornographie, le nazisme, la pédophilie, enfin, tous les pires relents de la société remontent à la surface, et en même temps, c'est un outil extraordinaire pour nous scientifiques de contact, d'échange, de connexion des uns avec les autres. Donc je pense que finalement, à cette fameuse question, est-ce que l'humanité et les technologies, vous le voyez sous un angle positif ou négatif, par boutade, je dirais 50-50. Évidemment, je fais exprès de dire ça, parce que je suis un opti-pessimiste, c'est-à-dire que selon les cas, je pense que je vois les choses de manière positive ou négative, mais c'est à nous, à notre responsabilité humaine, en solidarité et en réseau, de faire en sorte que nous puissions aller vers le meilleur pour l'humanité et pas vers le pire. Claude Lelouch, quand vous posez comme ça votre caméra microscope sur cette humanité, est-ce que c'est aussi du 50-50 ou est-ce que vous restez un incorrigible optimiste? Tout à l'heure, avant le débat, on discutait, on séparait en deux l'humanité entre les hommes et les femmes. Je crois que votre foi en les femmes est beaucoup plus grande, ce qui me ravit totalement. Non, ce qui est fascinant dans ce spectacle, c'est à la fois son merveilleux et sa cruauté. Je veux dire, c'est l'alternance, c'est comme le positif et le négatif. Si vous voulez, moi, je ne fais rien d'autre qu'une observation quotidienne. Hein. Donc, si vous voulez, je suis plus dans le présent. Et c'est ce présent, parce que pour moi, le présent, c'est ce qui est le plus proche du bonheur. Je veux dire, c'est l'art d'utiliser le présent. Donc, c'est cet art d'utiliser le bonheur qui m'intéresse, qui me fascine, et c'est ce que j'essaye de filmer dans mes films. Donc, si vous voulez, par observation, je me suis aperçu d'abord, que les choses ne se passaient jamais comme on les avait imaginées. Donc, je ne sais pas comment ça fonctionne, mais c'est une échelle très, très importante. Je veux dire que dès que les choses se passent un tout petit peu mieux que ce qu'on avait imaginé, c'est le début du bonheur. Et dès que c'est un tout petit peu en dessous de ce qu'on avait imaginé, c'est le début des emmerdes. Donc, si vous voulez, c'est ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est pourquoi l'humanité est frustrée. Pourquoi il y a 6 milliards de gens frustrés sur la Terre, plus ou moins frustrés.
Mais pourquoi? Donc c'est tout à fait... Alors moi je pars de mes observations, je me dis, je sais pas, imaginez que je vous emmène au cinéma demain et je vous dis, on va pas regarder les 10 premières minutes du film. Et puis 10 minutes avant la fin, je vais vous faire sortir. Vous venez plus jamais avec moi au cinéma. Je suis très frustrée. Eh bien, l'histoire de l'humanité, c'est ça. On est arrivé dans un film qui avait commencé il y a très très longtemps, dont on ne connaît pas le début, et on va nous demander de partir avant la fin. Donc c'est normal qu'on ait tous ces comportements que nous avons aujourd'hui, qui ne sont pas logiques. C'est ce qui fait la beauté de ce spectacle, qui fait que tout est possible, qui fait qu'on ne se lasse jamais, et qu'à chaque fois qu'on croit avoir trouvé une solution, on débouche sur une autre solution. Donc voilà, mais pour moi, ça reste un show, ça reste un spectacle, ça reste le moteur principal du fait qui fait que j'ai pas envie de mourir, j'ai envie de partir le plus tard. J'ai pas peur de la mort, mais j'ai encore envie d'assister à ce spectacle. Vous parlez comme ça d'un avenir qui sera pas forcément, enfin qu'on attend de regarder, mais qui sera pas forcément rose. Comment vous voyez chacun? Est-ce qu'on est à un stade où on peut pas proférer des jugements sur l'avenir de l'homme, ou est-ce qu'il y a une direction qui se dessine sur l'avenir de cette humanité? Je serais assez d'accord avec Claude Lelouch sur la notion de spectacle, qu'il faut regarder et décrire. La question, c'est qui est le metteur en scène, où sont les scénaristes? Et moi, je pense que l'homme doit construire son chemin en marchant. C'est-à-dire qu'il est le scénariste et le metteur en scène de sa propre évolution. Il doit compter sur lui-même. Il doit compter sur sa relation en société. Il doit compter sur les lois, la réglementation, la vision qui le fait dépasser et transcender son cadre d'humain. Pourquoi pas la spiritualité, bien sûr, pour beaucoup, la transcendance et l'émergence et l'immanence. N'oublions pas les différences entre transcendance, émergence et immanence. Moi, je suis plutôt de ceux qui pensent qu'on peut faire émerger une nouvelle humanité, un nouvel humanisme, à partir de la construction par les êtres humains entre eux de chemins possibles vers lesquels ils se conduisent pour aller plus loin et se créer entre eux. Après avoir dit ça, le nombre d'obstacles qui se dressent sur cette route, que l'on connaît, qui sont depuis les obstacles économiques, les obstacles politiques, les obstacles de volonté de puissance ou de pouvoir des uns par rapport aux autres, font, pour répondre à votre question maintenant, que plutôt qu'une humanité unifiée, solidaire, nous avons des humanités, des visions du monde différentes, qu'il faut respecter. La grande question d'aujourd'hui, c'est le respect des diversités culturelles, religieuses, alors que beaucoup, je ne nommerai aucun pays, ont une volonté hégémonique d'imposition de leur modèle par rapport aux autres. Et pour finir sur votre question, quand on voit l'évolution d'Internet, qui est devenue aujourd'hui, avec 633 millions de personnes connectées, dans des pays comme la Chine, qui s'accroissent très très vite, on peut se demander si c'est un outil d'homogénéisation ou un outil de différenciation. Eh bien, moi, je pense que malgré les premiers risques d'homogénéisation d'Internet, notamment par l'anglais, c'est une incroyable machine à diversifier et même à créer un monde tribal plutôt qu'un monde d'une humanité authentiquement solidaire. Alors ça, c'est une grande question. Peut-être qu'on pourra la réaborder tout à l'heure avec les questions des étudiants. Justement, avant de passer la parole aux étudiants, j'aimerais que vous me disiez un peu, chacun, quelle est votre foi en l'humanité? Alors, je vais dans ce sens-là, peut-être puisque je viens de finir, je réenchaîne. Moi, j'ai pas de foi. En tant que scientifique, j'ai pas la foi. C'est pas un mot qui peut vous convaincre. Non, mais c'est pas, je renie absolument pas le mot. Mais en tant que scientifique, j'ai pas la foi. J'ai la volonté de construire avec d'autres quelque chose qui permette aux hommes d'exprimer ce qu'ils sont, d'aller jusqu'au bout de leur expression, de respecter la liberté des autres et de respecter la diversité. Je me bats pour ça. Pour moi, la technologie et l'explication de la technologie, la Cité des sciences, les livres, la recherche, sont des moyens d'aider chacun à trouver son chemin personnel, de faire de sa vie un original, de lui donner du sens. Ça, j'y crois. Mais j'ai pas la foi, et j'ai pas la foi en ma réussite. Je suis, comme tous les scientifiques, soumis à l'échec, et en tout cas, je suis sceptique sur ma capacité de réussite, mais j'essaye. Anne-Marie Lagrange, est-ce que l'avenir de l'homme passe aussi par le fait d'aller explorer des nouveaux mondes Je pense que oui, je pense que la science est un moteur de la société, de l'avenir de l'homme. Mais pour revenir à votre question sur une foi éventuelle, moi je dirais que j'ai plutôt de l'inquiétude aujourd'hui. De l'inquiétude par rapport à, vous parliez d'organisation, mais moi ce que je vois, et je le sens énormément parce que contrairement à vous, je ne me lève pas chaque matin au milieu des gens. Il m'arrive de rester longtemps dans le désert et je vous assure, quand je reviens, j'écoute les nouvelles. En général, je me coupe complètement du monde pour rester dans mon travail. Et j'écoute les nouvelles et je suis sidérée par l'individualisme des gens, par le décalage qu'il y a entre l'homme
et le milieu dans lequel il vit. Et moi, je suis assez inquiète sur l'avenir environnemental de la Terre. Vous pensez que l'homme est plus du tout en harmonie avec sa Je crois planète? qu'il ne l'est pas tellement, non. Il maîtrise un aspect de la nature, mais je ne crois pas qu'il soit vraiment en harmonie. Et je suis inquiète par rapport à ça. Je crois l'homme pourrait finir par être son propre fossoyeur au sens de l'humanité entière. Claude Lelouch, je vous laisse le mot de la fin avant de passer aux questions des Non, c'est pas le mot étudiants. de la fin, mais moi je suis plutôt optimiste. Je pense que l'univers a un grand projet, que c'est un bon projet, et j'ai envie d'y participer. Donc je mets à la disposition de ce projet le petit maillon que je représente, le grain de sable que je représente, pour que justement ne pas démoraliser les troupes. Bon, j'ai pas envie de démoraliser les troupes parce qu'il y a tellement de travail, il y a tellement de choses. Vous savez, bon, je me fais pas d'illusions, on est dans un monde cruel. Hein, on est tous fidèles tant qu'on n'a pas trouvé mieux. Donc il faut drôlement améliorer la société. Il y a des réglages énormes à faire. Je pense que ces réglages, on va les faire. Ça va prendre du temps, ça va prendre des milliards d'années peut-être. Mais j'ai envie d'être positif. Je pense que si on regarde un tout petit peu, vous savez, les flashbacks dans le cinéma, c'est une chose importante. Et quand on regarde les flashbacks dans l'histoire, même une histoire récente, on s'aperçoit quand même que la vie qu'on mène aujourd'hui est quand même un tout petit peu plus civilisé. Bon, je ne dis pas qu'on n'a pas quitté la barbarie, on est encore dans la barbarie, mais j'ai envie d'être optimiste, donc, et puis je crache pas dans la soupe. J'aime trop la vie, je l'aime, donc j'ai envie de l'aimer, c'est comme les enfants, j'ai 7 enfants, je les aime, ils ont plein de défauts, tous les 7, mais je les aime tellement que j'ai pas envie de voir ces défauts. J'ai envie moi-même de les occulter parce que je trouve que c'est plus positif. À chaque fois que j'ai commencé un film, si on m'avait mis toutes les difficultés du film, ou si je les avais étudiées, j'aurais fait aucun film. Voilà. Aujourd'hui, j'ai eu la chance de faire 38 films parce que je suis un grand naïf. Les montagnes, je les regarde pas. Je les regarde quand je suis au sommet, voyez. Mais si je les regarde d'en bas, j'ai pas le courage de les grimper. Donc c'est comme ça que je fonctionne.